Un peu de thé. Avec le plaisir. Voilà. À la vôtre. À la vôtre. On n'est pas obligé de pousser le scrupule professionnel jusqu'à manger une madeleine, hein, Mauro Carbone, pour parler de Proust. Bien sûr, bien sûr. Mais... Tout le monde connaît l'épisode de la Madeleine. de Madeleine. Mais il faut quand même revenir dessus parce que tout le monde le connaît, mais tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il signifie ou ce qu'il implique en termes de rapport au temps. Oui, je crois que à ce propos, Deleuze a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire il a souligné le fait que quand le protagoniste de la recherche boit du thé et mange de la madeleine, il est envahi par une puissante joie. Ouais. Et Deleuze a bien souligné l'importance de cette puissante joie. Et c'est une joie qui précède les motifs qu'on lui donne. Il commence par être heureux, il commence par être ému, et c'est très souvent le cas dans la recherche du temps perdu. Il commence par être ému avant de savoir pourquoi ou avant d'imaginer pour quelle raison une telle émotion se déclenche en lui. Oui, et une autre chose est importante à souligner, c'est-à-dire que, d'après Deleuze, c'est une joie tellement puissante qu'on ne peut pas vraiment la relier à quelque chose de concret qui s'est passé dans l'enfance du protagoniste. Et donc, c'est une joie qui est liée au surgissement d'un Combray idéal, pas vraiment de la Combray où il a vécu son enfance. Alors, il faut rappeler, hein, donc, il mange un peu de madeleine. Au départ, d'abord, rappelons que dans la vraie vie, Proust était un buveur de café qui mangeait des biscottes. Mais bon, il se trouve que dans la recherche du temps perdu, le narrateur est un buveur de thé qui mange des madeleines. Et à cette occasion, il finit par sentir que jaillit, comme de sa tasse de thé, le village de son enfance avec les bonnes gens, les logis, les nymphéas, les fleurs, etc. Un peu comme ces papiers japonais qu'on dépose dans un fleuve et qui fleurissent soudain. Mais c'est très difficile de lui associer des équivalents palpables. Ici, on a fait une sorte de montage intuitif, tout en fondu enchaîné entre une plage de Cabourg, Omaha Beach, le moulin d'Andé, équivalent de la Vivonne proustienne. Mais quand on colle des images sur cette expérience, on rate quelque chose malgré tout. Oui, mais c'est important de dire que c'est très difficile d'y relier des images précises, justement parce que c'est une Combray idéale que le narrateur, dont le narrateur se souvient, et donc c'est le souvenir d'un passé qui n'a jamais été présent. Ça, c'est fondamental. Seulement un passé qui n'a jamais été présent peut s'accompagner à une puissante joie. C'est-à-dire que la joie ne vient pas de la résurrection de son enfance, mais de la permanence de sensations. La joie vient plutôt du surgissement d'une Combray idéale. Et là, c'est important. C'est pas une résurrection de quelque chose qui s'est effectivement que le protagoniste aurait effectivement vécu. Et donc, serait de la résurrection, c'est problématique. Hein? Il faudrait peut-être le biffer pour penser plutôt que dans la rencontre d'une expérience avec une expérience semblable à une expérience qu'on avait déjà fait au cours de l'enfance, la rencontre des deux fait surgir de manière soudaine cette Combray idéale accompagnée par la joie puissante. Tenez, regardez le portrait par Jacques-Émile Blange. Il a 21 ans là-dessus, avec une fleur à la boutonnière, gardénia à sa boutonnière.
Et c'est étrange parce que cette image-là est aussi à l'origine d'un des lieux communs sur Proust, qui était de le tenir uniquement pour un mondain, un petit ambitieux, qui, une fois parvenu au fait de ses ambitions, se serait enfermé dans sa petite chambrette pour raconter ce qu'il a vu, ce qui est en fait une idée fausse sur Proust. C'est une idée fausse, c'est une idée qui, dans une certaine mesure, est alimentée par la fiction elle-même du roman. C'est-à-dire, le protagoniste de la recherche est censé être quelqu'un qui n'écrira qu'au moment de sa vieillesse. Et tandis que on sait très bien que c'est pas ça le cas de Proust. Non, c'est vrai. Mais en même temps, il faut rappeler quand même que La recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il devient écrivain, qui découvre progressivement qu'il est écrivain en allant d'imagination en déception et de déception en réenchantement. Mais c'est aussi l'histoire d'un écrivain qui, une fois qu'il a découvert qu'il était écrivain, raconte comment ça lui est arrivé. Oui. Quand on finit La recherche du temps perdu, on finit le livre sur la décision prise par le narrateur d'écrire le livre qu'on vient de lire. Ce qui est extraordinaire, ça aussi. Oui, oui. Et il faut aussi se rappeler que le premier chapitre du premier volume a été écrit en même temps que le dernier chapitre du dernier volume. Tout à fait. Que le temps retrouvé a été écrit, à la fin du temps retrouvé, a été écrite en même temps que Combray. Pardon, les lacets de votre... Ah oui, il n'y a pas de hasard, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Vous vous souvenez de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, hein, des intermittences du cœur? Oui, bien sûr. C'est bien de le rappeler parce que... Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, hein, ce qui se passe dedans. Un an après la mort de sa grand-mère, le protagoniste de la recherche revient à Balbec. Où il avait été avec elle. Oui. Et... fatigue cardiaque dans sa chambre, il s'épanche pour se dessocher et à ce moment-là... en délaçant ses chaussures. Oui. Quand il touche sa bottine, il est envahi par quelque chose de divin, il dit. Et donc, encore une fois, tout comme dans le cas de la Madeleine, une expérience inattendue. Et c'est, dans ce cas-là, le souvenir involontaire de la mort de sa grand-mère qui n'avait vraiment encore élaboré, dont il n'avait pas encore élaboré le deuil. Alors, il faut bien comprendre que, jusqu'ici, il se reprochait même de si peu regretter cette femme avec qui il aimait bien se promener sur les Champs-Élysées, qui était sa grand-mère. Il sait qu'elle est morte, mais il l'avait pas compris. Et soudain, quand il revoit le visage tendre, préoccupé et déçu de sa grand-mère en délaçant ses bottines parce qu'elle le lui faisait 2 ans plus tôt, alors là, il découvre sa grand-mère véritable. Et c'est là, que pensez-vous de cette expérience, qu'il découvre ce qu'il appelle l'étrange contradiction de la survivance et du néant. Il a envie de se jeter dans ses bras, jamais il n'a eu envie de se jeter dans ses bras à ce point. Et c'est à l'instant où cette envie le prend qu'il comprend qu'elle est morte. Oui. Et c'est ce qu'il nomme d'anachronisme. Il parle en effet de l'anachronisme qui nous empêche si souvent, au calendrier des faits de coïncider avec le calendrier des sentiments. Mais voilà. Et je crois que cette idée d'anachronisme est absolument fondamentale pour toute la recherche, parce que ce que Proust cherche à faire est justement de se détacher du temps chronologique, c'est-à-dire du temps de l'horloge. Hein? Afin de faire coïncider les calendriers, pour être dans l'écriture le contemporain de ses émotions. Il compare la photo, même les plaisirs. Il dit, les plaisirs sont des négatifs. Les plaisirs qu'on prend sont des photos en négatif qu'on développe ensuite plus tard. Et, au fond, le travail de l'écriture est une manière pour lui de développer son plaisir ou de développer sa douleur dans une chambre claire ou une chambre obscure dans laquelle il revit enfin la totalité de ce qu'il n'a pas réussi à vivre quand il était vivant, quand il le vivait. La totalité, c'est... Beaucoup dire. C'est un mot très fort. Mais il y a un contresens dans le fait de le présenter à 15 ans, puis ici,
sous la forme que tout le monde lui connaît, c'est-à-dire le visage le plus classique de Marcel Proust. Puis enfin, on le verra tout à l'heure sur son lit de mort. Il y a une sorte de contresens, si je vous suis bien, dans la présentation chronologique. Il y a un contresens parce que l'effort auquel Proust s'est voué pendant toute sa vie a été, comme vous disiez, celui de faire coïncider le calendrier des faits avec le calendrier des sentiments, et donc de trouver la manière de se détacher du temps chronologique. Et en effet, le moment heureux de la Madeleine et le moment quand même spécial de la bottine sont ce que les Grecs auraient appelé de kairoi, c'est-à-dire des moments heureux, des occasions pour sortir précisément du temps chronologique. Pour entrer dans un temps à l'état pur. Ouais. C'est-à-dire un temps composé de séries parallèles et finalement contemporaines les unes des autres. Par exemple, quand il délace sa bottine, on a parlé de la Madeleine, restons sur les bottines, quand il délace ses bottines, il retrouve le visage de sa grand-mère et il se retrouve lui-même à 17 ans, c'est-à-dire le moi qu'il était à l'époque où il était avec sa grand-mère, ce moi-là qui était encore en lui et qui n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé dans l'intervalle, ce moi-là immédiatement réapparaît avec le souvenir qui lui correspond. Et je crois que cette idée de la multiplicité du moi, c'est une idée que n'a pas encore été suffisamment développée du point de vue philosophique. Voulez-vous dire qu'il y a 3 identités ici? Un jeune homme de 15 ans, un mondain brillant, reçu dans les plus hautes sphères, en 1900 à peu près, et là, le cadavre de Proust photographié par Man Ray. Ouais. Il y a plusieurs identités dans chacun des Proust qu'on est en train de contempler. Il y a une multiplicité de moi dans chacun d'eux. Et une autre chose que j'étais en train à laquelle j'étais en train de penser, et en regardant les 3 photos, la question de l'atavisme. La question de l'atavisme qui devient centrale à l'occasion, vous le savez bien, du bal de tête. C'est-à-dire dans le temps retrouvé, quand il arrive et qu'il voit tout le monde avec des cheveux blancs, il dit « mais ils se sont tous déguisés ». Voilà. Rassurez-moi, vous n'êtes pas déguisés, là. Ils sont tous déguisés et c'est le bal de tête qui lui permettra d'expérimenter le temps, l'état pur que vous évoquez. Alors, dans cette occasion, il y a une autre manière de déconstruire le temps chronologique, c'est-à-dire justement l'idée de l'atavisme, selon laquelle en vieillissant, on devient toujours plus semblable à les générations précédentes de notre famille. Et donc, on remarque pendant ce bal que, je sais pas, quelqu'un a maintenant le nez de son grand-père. Et donc, là aussi, c'est une manière... C'est un atavisme. Chez Proust, il y a Albertine endormie, sur qui des races et des atavismes, sur le visage de qui pèsent des races et des atavismes. Il y a Swann, c'est un passage antisémite de la recherche, dont le nez ressemble à celui de ses ancêtres, ouais, soudain, sous l'effet de la maladie. Il y a et puis il y a tous ces personnages dans la recherche qui... Et puis, on a parlé de la grand-mère. Il y a, après la mort de la grand-mère, le fait que la mère se met à ressembler, à endosser pleinement l'identité de la grand-mère, Mauro Carbone. En matière d'atavisme, c'est peut-être le plus fort. Oui. Et la mère elle-même le reconnaît, lui dit « Tu trouves que je ressemble à ta pauvre grand-mère ?» Ce qui est une façon... Alors, est-ce une façon pour lui de surmonter le temps, de considérer qu'au fond, la chrysalide a muté et que, voilà, il est devenu le papillon qu'il était? Non, à mon avis, c'est plutôt une autre manière de montrer les paradoxes du temps. Et sans vouloir
sans espérer de pouvoir en sortir. Vous avez tenu à cette photo, la photo de Lewis Payne. C'est une photo qui date de 1865. Et, laissons de côté les circonstances, cet homme va mourir. Il est condamné à mort, il va être exécuté, et il le sait. Roland Barthes, dans La Chambre claire, fait grand cas de cette image, en expliquant que c'est un punctum temporel. Il accorde beaucoup d'importance à ça. C'est-à-dire que c'est pas un détail de la photo, c'est une information sur la photo qui est décisive ici. C'est le fait qu'on a là l'image d'un homme qui sait qu'il va mourir. Et ce qui le renseigne sur le futur contenu dans cette photo. Oui, Roland Vous avez Barthes, tenu à montrer cette photo dans une émission sur Proust, pourquoi? tout d'abord parce que Roland Barthes, grand proustien, Oui. a écrit ce texte, la Chambre claire, où l'inspiration proustienne est évidente, mais surtout parce que, en commentant cette photo, Roland Barthes, lui aussi, cherche à développer les paradoxes de la temporalité, d'une temporalité qui n'est pas irréversible comme le temps chronologique nous le suggère, mais une temporalité anachronique. Et c'est le cas de la notion de futur intérieur que Roland Barthes évoque à propos de la photo qu'on vient de voir, en disant c'est la photo de quelqu'un qui va mourir, et donc il y a un cela a été et un cela sera au même temps, hein. Et il dit, je frémis pour une catastrophe qui a déjà eu lieu. Et qui s'offre à moi, qui a déjà eu lieu, mais qui s'offre à moi comme devant avoir lieu. Ou qui, par l'intermédiaire de la photo, se présente à moi comme devant avoir lieu. Dans la recherche, je commence à comprendre. Dans la recherche du temps perdu, quand il voit la photo de sa grand-mère prise par Saint-Loup, il voit le visage altéré, légèrement altéré par le souvenir d'une syncope, d'une symécope, comme dit le directeur du Grand Hôtel. Et il voit dans son visage la promesse de sa mort. Et cette photo lui fait l'effet d'un soufflet brutal porté sur le visage de sa grand-mère. Au fond, si cette photo est difficile à regarder, c'est parce qu'elle le renseigne sur un futur qui a déjà eu lieu. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est une photo... Falling Man, hein, c'est un des jumpers du 11 septembre 2001. Il y a à peu près 200 personnes qui ont comme ça sauté des tours avant qu'elles tombent. Ça, c'est la photo la plus célèbre parce que c'est une photo qui a une perfection formelle évidente. C'est une photo qui a une histoire très particulière et très emblématique. Une photo qui a été bannie, surtout aux États-Unis, déjà le jour après avoir été publié par le New York Times et d'autres journaux. J'ai pensé à cette photo, je l'ai pensé par rapport à ce qu'on vient de dire de Proust, par rapport à la photo de Lewis Payne, parce que quand il m'est arrivé d'être à New York une semaine après le 11 septembre, j'ai vu des images qui m'ont choqué, surtout les images des pancartes préparées par les familiers des victimes, des disparus. Missing, avec les oui, missing, oui, oui. Bien sûr. Et cette émotion était tellement marquante pour moi, je sortais de mon livre sur Proust, que je me suis demandé si la mémoire involontaire proustienne ne pouvait pas être pensée aussi dans sa dimension collective et donc politique. C'est très... Alors, rappelons juste avant que vous nous disiez en quoi c'est le cas, qu'on est ici donc exactement dans un dispositif proustien, c'est-à-dire la photo de la grand-mère, puisque voilà un homme donc qui va mourir, nous avons l'image qui précède ça, mais qui annonce à coup sûr l'épilogue. À cela s'ajoute le fait que le fond de cette image, ce sont deux tours qui, et ça ne saute pas aux yeux là, mais vont s'effondrer à peu près à la même vitesse à laquelle l'homme va tomber. Et ceci dans quelques minutes, c'est-à-dire que tout dans cette image, tout ce qui est présent dans cette image, là, du décor jusqu'à l'individu naturellement, tout cela va disparaître. Oui. Et
Mais quel usage faites-vous de la mémoire involontaire, alors, l'usage collectif de la mémoire involontaire? Tout d'abord, le problème est celui de souligner, à mon avis, l'importance de cet événement pour notre époque. Ça, c'est sûr. Baudrillard a Le fait que c'est une scène primitive. Voilà, c'est une scène primitive, et donc c'est une scène qu'il faut élaborer. Et par contre, l'impression qu'on a eue, à partir du fait que des images comme celle-ci ont été bannies, est qu'on a cherché de refouler ce genre d'image et tout ce qui est impliqué dans ce genre d'image. Et donc on a cherché à refouler la scène primitive. Là, il y a un enjeu politique de la mémoire. Hein. Il faut choisir s'il vaut mieux refouler ou bien élaborer le deuil d'un événement pareil. Alors, c'est difficile de refouler quelque chose qui a été tellement filmé, montré, qui était si spectaculaire malgré tout. Est-ce qu'on n'est pas privé de ne pas y penser par l'abondance d'images qu'on a eues sur cet événement? Parce que à l'ampleur objective de cet événement s'ajoute l'ampleur imaginaire ou imaginale de cet événement, parce qu'il a été représenté dans le monde entier et filmé à l'infini. Ça, c'est une autre manière de le refouler, à mon avis. Vous diriez ça? Le fait de proposer en boucle toujours les mêmes images, certaines images, pas des images comme ça. Et donc, certaines images ont été bannies, d'autres images ont été reproposées à l'infini. On a privilégié le spectaculaire sur le réel, vous voulez dire? On a privilégié une manière chronologique de présenter le 11 septembre pour proposer une sorte de thérapie temporelle qui rétablit le temps chronologique. Et il y a un avant, il y a un après, il y a un avion qui entre dans l'écran, etc. Et ça, c'est une manière pour refouler justement le trauma. Oui. En disant, rassurez-vous. Il y a une succession à tout cela. Il y a une succession, voilà. Et alors, il y a même une explication à tout cela. Il y avait une explication à tout cela. Et donc, le rapport des causes-effets n'a pas été vraiment mis en cause. Mais ça ne fait que cacher le fait qu'il y a un trauma, à mon avis, qui n'a pas encore été élaboré et auquel des images comme celle qu'on vient de voir nous ramènent et nous sollicitent à penser à ça et donc à nous faire repenser à quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu. Il y a quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre d'événement en direct, hein? Tout comme Combray. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Mais ici, la distance, elle est rendue par la télévision, ce qui étymologiquement signifie la vision à distance. C'est une vision à distance. Nous avons vu l'image par la télévision, via des médias qui donc venaient s'interposer entre le spectacle et nous-mêmes, avant d'intégrer un tel spectacle, avant de comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire, ce spectacle tel qu'on se le représente, et aujourd'hui c'est une date, est encore abstrait, à la façon dont on sait que quelqu'un est mort avant de le comprendre, en définitive. On l'a pas encore intégré, on l'a pas encore incorporé. Voilà. Le 11 septembre, le travail du deuil est encore à faire, si je vous suis. Oui, des images comme ça... Et il est comparable à l'expérience que fait le narrateur quand il s'aperçoit, quand il comprend que sa grand-mère est morte, alors qu'il le sait déjà. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. L'idée est que la bottine, la madeleine... La serviette, le tintement, du carillon, toutes les expériences de la recherche. La photo de Louis Payne et la photo de l'homme qui tombe mobilisent tous les quatre les mêmes facultés. Et donc, nous force à nous souvenir de manière involontaire de quelque chose à laquelle nous appartenons. Il faut entrer dans la mémoire involontaire pour faire le deuil de quelque chose
Et c'est un travail que vous envisagez dans sa dimension collective. C'est la fin de l'émission. Mauro Carbone, merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci. Venez avec moi. Thank you.